C'est un véritable honneur de vous recevoir lors de votre visite à Washington. Vos remarques nous ont donné beaucoup de matière à discussion et, en particulier, vous avez déjà abordé, comme nous le disons aux États-Unis, l'éléphant dans la pièce, à propos du nœud à l'estomac concernant l'avenir de la relation transatlantique et de l'alliance de l'OTAN. Comprenant qu'avec votre visite à la Maison-Blanche hier et vos réunions avec le président Trump, le secrétaire Rubio et le secrétaire Hegseth, évidemment, à bien des égards, les dialogues diplomatiques doivent rester privés pour fonctionner. Que pouvez-vous partager de ces échanges alors que nous réfléchissons à l'avenir de l'Alliance? Oui, eh bien comme on le dit souvent dans les cercles diplomatiques, ces conversations ont été franches et ouvertes. Ce qui est bien. Ils pouvaient être sincères. Ils ont été sincères et ouverts. C'est bien parce que nous sommes entre amis. Le président et moi, nous nous apprécions. Nous sommes déjà de bons amis depuis de nombreuses années. Et j'aurais préféré parler ouvertement du sujet plutôt que de tourner autour du pot. Et j'ai pu clairement remarquer sa profonde déception en réalisant le sentiment que beaucoup d'alliés ne le soutenaient plus directement, et je lui ai expliqué hier. J'ai dit, écoutez monsieur le Président, clairement, la grande majorité des Européens a fini par faire exactement ce que les États-Unis leur avaient demandé et ce qui avait déjà été convenu dans ces circonstances. Et oui, parfois cela prend un peu de temps. Mais voyez-vous, en Europe, nous avons des coalitions, donc la politique intérieure peut parfois prendre quelques jours de plus. Mais ensuite, nous nous unissons. Et presque toute l'Europe s'est ralliée aux côtés des États-Unis. Cela a servi à projeter du pouvoir sur la scène mondiale grâce à ses partenaires en Europe. Et l'autre, l'OTAN est là, bien sûr, pour protéger l'Union européenne, mais aussi pour protéger les États-Unis. Comme l'a dit le Premier ministre norvégien Jonas Støre, c'est bien cela. Les énormes sous-marins nucléaires de la Russie ne sont pas là pour attaquer la Norvège, mais les États-Unis. Grâce à l'Alliance, nous nous assurons qu'ils ne se mettent pas en position de le faire. Donc, c'est juste un exemple de la façon dont le territoire continental des États-Unis et l'Europe deviennent plus forts et plus sûrs grâce à l'Alliance. C'était une bonne conversation. Elle a été ouverte et franche. Et moi, j'ai clairement ressenti sa déception, ce que, encore une fois, dans une certaine mesure, je comprends. Le président a certainement exprimé clairement sa déception. Il a de nouveau lancé des appels pour que les Eretz haïtiens envisagent le retrait de l'OTAN. Il est important de rappeler que le défi de la participation des États-Unis à l'OTAN n'est pas forcément nouveau. Je me souviens toujours de votre prédécesseur le plus ancien, le tout premier secrétaire général de l'OTAN, qui a dit que le défi de l'Alliance pourrait être que le but de l'OTAN est de garder les Russes dehors et les Américains dedans. Quel argument avez-vous présenté au président à propos de garder les Américains impliqués? Quel argument feriez-vous valoir quant à l'importance de l'OTAN? Quelle est la proposition de valeur pour eux? Parfois, nous partons d'une mauvaise proposition de valeur. À mon avis personnel, la vision erronée est que l'OTAN a été fondée fondamentalement parce que les États-Unis voulaient éviter l'isolationnisme après la Seconde Guerre mondiale, en répétant ce qui s'était passé, d'une certaine manière, après la Première Guerre mondiale. Dans un célèbre discours de Churchill, à la fin du mois de décembre, lors du congrès de Zerouà, il a dit « Une fois de plus, pour la deuxième fois au XXe siècle, le long bras de l'histoire atteint le nouveau monde pour venir en défense de l'ancien. Et nous ne répéterons pas cette erreur. » Pour rester en sécurité et pour que les États-Unis restent en sécurité, il faut une Europe sûre, mais aussi un Arctique et un Atlantique sûrs, sinon les Russes et d'autres deviennent une menace. Et nous le savons déjà, ne soyons pas naïfs, on ne peut pas séparer ce qui se passe dans le Pacifique de ce qui se passe dans l'Atlantique. Ah, c'est la Chine, la Corée du Nord et les Russes, travaillant ensemble avec l'Iran, quand il s'agit par exemple de l'effort de guerre, de la guerre d'agression non provoquée de la Russie contre l'Ukraine. Ils travaillent ensemble. Donc c'est mondial et nous devons travailler ensemble. Je ne défends pas que l'OTAN s'étende à l'Indo-Pacifique, mais le fait que nous ayons une coopération aussi étroite avec le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande en est une preuve claire. Donc pour toutes ces raisons, ma famille vit aux États-Unis et ils sont en partie américains de naissance et d'autres sont venus ici après la Seconde Guerre mondiale. Ils ressentent profondément que pour que les États-Unis restent en sécurité, nous devons rester unis et nous avons besoin de ce partenariat transatlantique. L'une des choses que nous faisons à l'Institut Reagan est de mener des enquêtes d'opinion auprès du peuple américain.
Nos données d'il y a quelques mois, avant la situation actuelle, en particulier avec l'Iran, montrent que la majorité des Américains ont une opinion favorable de l'OTAN. 70% lors de notre dernière enquête, ce qui est environ 10 points au-dessus du chiffre habituel dans nos sondages. La majorité s'oppose également au retrait des États-Unis de l'OTAN. Et donc certains de ces messages, je pense, sont répétés. Passons à l'Iran et parlons de la situation là-bas. Vous avez commenté qu'il est bon que la capacité nucléaire de l'Iran ait été dégradée et que leur capacité à exporter le chaos ait également été réduite. Le président, bien sûr, a été très critique envers les alliés de l'OTAN, en particulier parce qu'ils ne soutiennent pas suffisamment les efforts en Iran. C'est le deuxième jour du cessez-le-feu prévu pour 2 semaines. Le détroit d'Ormuz continue. L'activité reste encore très limitée, même avec le cessez-le-feu. Mais cette coalition de nations européennes qui s'est engagée à garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, partagez avec nous quelques détails spécifiques, selon votre compréhension. Quels sont les pays qui se distinguent et quels sont ceux qui ne le font pas autant? Quels pays se distinguent? Que vont-ils fournir dans le détroit d'Ormuz? Et qu'en est-il des pays non participants? Oui. Alors, je pense qu'il y a 2 éléments à souligner. La réaction à ma réponse. L'un est la position de longue date de l'OTAN est que l'Iran ne doit se doter ni d'une capacité nucléaire, ni d'une capacité balistique. Et le fait que, sous la direction des FFA-EAM, ces capacités aient été sévèrement dégradées est une bonne nouvelle. Une nouvelle existentielle pour Israël, une nouvelle existentielle pour le Moyen-Orient, mais aussi pour l'Europe et pour le monde entier. Et je sais qu'il y a ceux qui ont demandé de continuer. Mais écoute, nous savons ce qui s'est passé avec la Corée du Nord. Il peut arriver un moment où vous avez tellement négocié que, devinez quoi, la Corée du Nord a réussi à mettre la main sur la capacité nucléaire. Et là, il était déjà trop tard. L'OTAN a donc toujours été claire sur le fait que l'Iran ne doit en aucun cas avoir accès à ses capacités. Donc lorsque les ESSEG ont lancé la campagne à la fin février, ce dernier samedi de février, il existait déjà des accords et des arrangements de longue date avec les alliés européens. Concernant le survol, l'utilisation de bases, il y a des exemples de pays européens qui ont dû fermer leurs aéroports commerciaux parce qu'ils devaient accueillir des avions citernes. Des États-Unis, aucun souci. Ce sont les accords déjà conclus, exactement ce qu'il nous faut. C'est aussi les États-Unis qui utilisent l'Europe, comme je l'ai dit, comme une plateforme de projection de puissance et cela fait partie de l'accord. Ce ne sont pas toutes les nations européennes, mais la majorité a suivi, parfois avec retard. Une partie de l'explication était que le président voulait garder l'effet de surprise, ce que je comprends, mais cela signifiait qu'il n'y a pas eu de consultation préalable, donc ils ont dû se dépêcher de comprendre ce qui se passait et d'agir rapidement. Mais quand il s'agit de cette question de Ramus, c'était Keir Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni, qui a pris la tête ici, et il a dit « Nous devons rassembler une coalition de pays qui soit capable collectivement de garantir que le principe de la libre navigation, la libre circulation sur nos mers, la CNUDM, soit respecté. Et évidemment, cela signifie que les États-Unis participent à la discussion sur le quoi, le où et le quand de la mission. Mais il s'agit de soutien pratique. Il s'agit du fait que mon pays, les Pays-Bas, a annoncé hier qu'il s'agirait probablement de chasseurs de mines, de frégates et aussi de technologies radar. Ainsi, chaque pays cherche maintenant ce qu'il peut faire pour contribuer et garantir que le détroit d'Ormuz reste ouvert. Bien sûr, il est encore très tôt. Comme vous l'avez dit, cela ne fait que 2 jours depuis le cessez-le-feu. Nous devons donc voir ce qui se passe avec les routes maritimes jour après jour. Le président est très déterminé à rouvrir les routes maritimes le plus rapidement possible. C'est un soutien concret, d'abord avec la campagne, et maintenant à cette étape, pour garantir que le principe de la libre navigation soit maintenu. C'est pourquoi nous avons des alliés et des coalitions, incluant non seulement des pays de l'OTAN, mais aussi le Japon, la Corée et l'Australie. Des pays comme Bahreïn et les Émirats arabes unis dans la région du Golfe en font partie, mais bien sûr, la grande majorité des pays sont membres de l'OTAN. Le président envisagerait de retirer les troupes américaines de certains pays de l'OTAN pour punir ceux qui n'ont pas accru leur soutien aux efforts des journalistes en Iran. Historiquement, la présence militaire des Inébouaris en Europe sert de moyen de dissuasion. Comment évaluez-vous l'impact si les troupes américaines étaient retirées?
Eh bien, comme je l'ai dit, il a été déçu hier, mais il y a eu une conversation très franche et ouverte entre amis. Je comprends que les États-Unis souhaitent davantage se concentrer sur l'Indo-Pacifique. C'est pourquoi, en Europe, nous devons faire plus d'efforts, nous devons mettre fin à cette période de codépendance pour devenir plus interdépendants avec les États-Unis, avec une Europe et une OTAN plus fortes. Ce qui est important, bien sûr, au fil du temps, en atteignant ce point, il s'agit de garantir que pendant que les Européens assument plus de responsabilités, les États-Unis et EIWA s'assurent également qu'ils peuvent faire face aux menaces dans le Pacifique intérieur. Et bien sûr, ici même dans notre propre hémisphère. De façon à ce que, sur les capacités et le soutien essentiel, nous restions toujours forts en tant qu'alliance. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de débat à ce sujet. Vous venez de publier votre nouveau rapport annuel. Et contrairement à de nombreux rapports annuels, celui-ci contient de véritables nouvelles historiques, alors que d'habitude, tous les rapports annuels de l'OTAN, ou plutôt de toutes les organisations, ne sont généralement pas très captivants, mais celui-ci l'est. C'est exactement ça. Les Alliés respectent déjà l'objectif de 2% des dépenses de défense, oui. Et les alliés européens ainsi que le Canada ont augmenté leurs dépenses de défense de 20% en une seule année. Mais, comme je l'ai dit il y a peu, ce qui compte, c'est de transformer ce capital en capacité. Quelle est la voie à suivre? Qu'observez-vous pour savoir si cette augmentation des dépenses va produire l'alliance forte dont nous avons besoin? Oui, ces chiffres sont impressionnants. Imaginez que des pays comme la Belgique, l'Espagne, l'Italie et le Canada, de grandes économies, n'atteignaient même pas 2%. Tous ont atteint les 2% d'un seul coup. Je dirais que, sans le président Trump, je doute qu'ils auraient fait cela en 9 ou 12 mois. Ce sont des milliards et des milliards en plus. Pour l'Italie, c'est une augmentation de 10 milliards dans la défense en un an. L'Alliance s'est engagée à 5% lors du sommet à La Haye et nous avons besoin d'une trajectoire crédible. Il ne s'agit pas seulement de tourner autour des 2% et, en 2034, de passer soudainement de 2 à 5. Non. Il faut une trajectoire crédible, c'est ce que nous chercherons à Ankara. Ankara se concentrera sur la production industrielle et nous célébrerons aussi ces pays. Des chiffres, mais aussi s'assurer qu'en tant qu'alliance, collectivement, nous puissions atteindre ensemble cette trajectoire réellement crédible. Ce qui est bien, c'est que, sous mon prédécesseur Jens Stoltenberg, lorsque l'engagement de 2% au sommet du pays de Galles a été pris, ce chiffre a en quelque sorte été sorti de nulle part. Ces 5% comprenant 3,5% de dépenses centrales et 1,5% de dépenses liées à la défense sont ancrés dans les plans pour le cas où l'article 5 serait activé. Nous espérons que cela n'arrivera jamais, mais s'il y a une attaque contre le territoire de l'OTAN, cela définit qui fait quoi, où et ce qui est nécessaire. Ainsi, tous les pays, comme les Pays-Bas et l'Allemagne, savent qu'il s'agit d'une liste d'exigences de l'OTAN. Lorsque vous additionnez tout dans la dépense centrale de défense, les 3,5% ou la dépense totale de 5%, c'est à peu près le chiffre dont vous avez besoin. Cela varie généralement autour de 3,5% pour le cœur des dépenses de défense. Au total, chaque pays sait ce qu'il doit faire et il ne s'agit pas seulement de dépenser plus. Le problème, c'est la production industrielle de défense, y compris ici aux États-Unis. Est-ce aussi un problème en Europe? La construction navale aux États-Unis et en Europe est un enjeu majeur. Les Chinois ont maintenant plus de navires en service que les États-Unis et nous savons que la Chine investit massivement dans sa défense. Nous considérons la Russie comme un adversaire, mais nous devons également surveiller les actions de la Chine. Ainsi, la production industrielle de défense devient cruciale. Je prévois qu'avec le temps, vous verrez des parties de notre industrie, peut-être aux États-Unis, mais peut-être même plutôt en Europe, adopter une mentalité de temps de guerre plus marquée, non pas pour se préparer à la guerre, mais pour garantir la capacité de reconstituer les stocks, en mobilisant aussi la base industrielle traditionnelle, pas seulement celle de défense, car nous sommes vraiment dans une course serrée ici, et nous devons nous y prendre correctement très bientôt. Lorsque l'on parle de cette coopération industrielle à travers l'Alliance transatlantique, en passant, comme vous l'avez dit dans vos commentaires, d'une interdépendance préjudiciable à un partenariat, à quoi cela ressemble-t-il? Qu'est-ce que cela signifie en particulier, en s'adressant principalement à un public américain? Nous avons aussi beaucoup de PDG et de cadres de l'industrie de la défense dans la salle. Qu'attendez-vous de la base industrielle américaine pour construire ce partenariat sain que vous recherchez, que ce soit de la part des partenaires industriels, du gouvernement ou des entrepreneurs?
Eh bien d'abord, produisez plus, ajoutez des équipes supplémentaires, installez de nouvelles lignes et lorsque c'est nécessaire, construisez des usines. Ne parlez pas de contrat de 10 ans, car dans le système du ZOA, il y a un cycle d'1 an. Dans le système européen, il y a un cycle électoral de 3 ou 4 ans, mais l'argent existe. Vous avez mentionné l'augmentation de 20%. Regardez combien les Européens dépensent dans le zigzag. C'était 10 milliards en 2020. C'était déjà 43 milliards en 2024 en achetant à l'Europe pour la base industrielle des États-Unis, et cela va augmenter massivement, sans compter ce que les États-Unis eux-mêmes devront acheter, étant donné l'énorme augmentation du budget de la défense ici aux États-Unis, sous la direction de Trump. Alors faites-le, et deuxièmement, travaillez ensemble. Et je sais qu'il y a de nombreux exemples d'entreprises américaines investissant en Europe, installant des usines, par exemple des usines dans le sud de la Bavière, pour produire des intercepteurs. Il existe de nombreux exemples, y compris des entreprises européennes telles que Thales ou Leonardo, c'est-à-dire de nombreux cas, je veux dire de nombreuses entreprises de Turquie par exemple, investissant aux États-Unis et travaillant ensemble. Il existe cette base industrielle de défense transatlantique et elles sont indissociables. Il n'y a pas d'autre moyen car cela ne profiterait qu'à la Russie à court terme et à la Chine à long terme. Et nous ne pouvons pas permettre cela. Je vais passer aux questions de notre public. Maintenant, pour conclure mes questions initiales, parlons de l'Ukraine. Le général David Petraeus, général américain à la retraite, a déclaré dans une interview au début de cette semaine qu'il pense que la Russie n'a plus l'avantage stratégique. Ces derniers mois, les Ukrainiens ont fait plus de progrès que les Russes. Êtes-vous d'accord? L'Ukraine est-elle en train de gagner? Et deuxièmement, vous avez été impliqué dans le processus de paix avec le président Zelensky et le président Trump. L'Ukraine? Sans trahir de confidence, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir ou vous inquiète pour l'avenir de la guerre en Ukraine? Concernant la première question, ma vision est un peu plus nuancée. Il est vrai que la Russie perd beaucoup de monde chaque mois, environ 30 à 35 000 morts ou blessés graves mensuellement. Vous pouvez imaginer? Les Soviétiques, dans les années 80, ont perdu moins de 20 000 hommes en 10 ans en Afghanistan. Et maintenant, ils perdent ce nombre en 3 semaines. C'est énorme. Cela ne peut pas continuer. Et cela doit, d'une manière ou d'une autre, parvenir à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Vous ne pouvez pas essayer de contenir cela dans les régions de la Russie qui, ne seront pas atteintes par les médias en général. Cela aura un impact sur la Russie sans aucun doute. Mais d'un autre côté, dans l'ensemble, la ligne de front avance lentement dans la mauvaise direction et à un coût extrême. Les Ukrainiens se défendent fermement et utilisent la technologie la plus avancée. Je l'ai mentionné dans mon introduction, il y a la technologie des drones et cela leur donne un immense pouvoir bien sûr. Et concernant les drones et anti-drones, ils doivent vraiment progresser dans ce domaine. Mais de manière générale, on voit encore très lentement que le mouvement va dans la mauvaise direction si vous êtes pro-Ukraine comme moi et anti-Russie. Sur la deuxième question, je pense toujours qu'il faut un accord, un traité de paix. C'est ce que cherche le président Trump qui a brisé l'impasse avec Poutine l'an dernier. Lui, Steve Witkoff et Jared Kushner travaillent jour et nuit avec Marco Rubio, pour y parvenir. Et nous comprenons tous que la clé pour débloquer cela est que l'Ukraine sache qu'après un accord de paix, l'adhésion à l'OTAN ne sera plus envisagée. Pour l'instant, il y aura des garanties de sécurité si solides qu'ils sauront que les Russes n'essaieront pas d'attaquer à nouveau. Et au début du mois de janvier, à Paris, une réunion s'est tenue avec tous les pays faisant partie de la coalition des volontaires, y compris le principal interlocuteur avec les États-Unis. Nous avons convenu d'une approche à 3 niveaux. Premier niveau, les forces armées ukrainiennes. Elles doivent être très fortes grâce aux grands investissements de l'Europe, des Hébert et d'Indayat pour leur défense. La coalition des volontaires, composée principalement de l'Europe et de nations non européennes, bénéficie du soutien des États-Unis. C'est un solide ensemble de garanties de sécurité. C'est vital pour débloquer le débat sur l'objectif à atteindre pour la paix. Mais bien sûr, il faut être 2 pour danser le tango, n'est-ce pas? De plus, Poutine doit entrer dans le jeu et, bien sûr, cela permet aussi de mesurer à quel point il est sérieux pour faire avancer ce processus. Certains soutiennent que la présence militaire des Simaël en Europe n'est pas alignée avec la perception actuelle des menaces, y compris en prenant en compte des aspects qui vont au-delà de l'Ukraine.
Aujourd'hui, nous recevons le chroniqueur du Washington Post, Mark Thiessen, qui voit la menace russe se déplacer vers l'Est et soutient que les citoyens d'Ushuaï devraient suivre ce changement. Quel est votre point de vue? Le flanc est de l'OTAN est vulnérable et nous devrions avoir plus de forces alliées déployées dans des endroits comme la Roumanie. Non, bien sûr, comme je l'ai vu lors de la session précédente avec Stoltenberg, dans les pays du flanc Est, nous avons maintenant ce que nous appelons au Parlement de l'OTAN des forces terrestres avancées, et ce sont des forces multinationales qui aident à défendre. Par exemple, la Lettonie, où le Canada est à la tête, l'Estonie, où le Royaume-Uni est à la tête, la Pologne, où les États-Unis sont à la tête, et la Lituanie, où mon pays, les Pays-Bas, agit sous la direction de l'Allemagne. Alors, c'est une façon de garantir que tous ces pays sur le flanc et disposent, en plus de leurs propres forces armées nationales, et bien sûr, de la protection générale de l'article 5 de l'OTAN, de ce dont ils ont besoin pour se défendre. Et bien sûr, il faut utiliser ces ressources limitées de la meilleure façon possible. C'est un débat permanent. Où faut-il positionner les troupes? Quelle est, au final, la meilleure façon de procéder? Je laisse cela principalement aux militaires. Nous sommes ici d'ailleurs avec Alexis Grinkovich, nom de code Grinch, le nouveau commandant suprême allié en Europe et également commandant des forces des États-Unis en Europe. Nous avons un commandant supérieur incroyable, un général 4 étoiles, qui avec son équipe évalue constamment la meilleure façon d'utiliser toutes les ressources des États-Unis et de l'Europe pour protéger le continent. Ma dernière question avant de passer au public. Terminons en parlant de notre homonyme. Vous avez mentionné le président Reagan dans vos commentaires en Europe. Vous l'avez déjà fait lors de vos réunions avec Trump. Vous avez mentionné avoir grandi avec Ronald Reagan, en quelque sorte. Que signifie l'héritage du président Reagan pour vous? Et en particulier, face aux défis de l'OTAN, quel principe ou quelle idée du président Reagan devrions-nous retenir? Qu'est-ce qui est le plus important? La clarté absolue et totale de son objectif, depuis le jour où il a pris ses fonctions jusqu'à ce qu'il quitte la présidence en 1988 et transmette le pouvoir à Bush, à Herbert Volker Bush, qui a alors repris cet héritage. À la fin, il a vu tomber le mur de Berlin. Ce leadership avant tout, une clarté totale de l'objectif qui est « nous devons gagner la guerre froide, la terminer en la remportant, il n'y a pas d'autre voie ». Il savait que Maggie Thatcher avait le meilleur allié en Europe, au Royaume-Uni, cette relation spéciale qui est si importante pour l'Alliance et pour toute la communauté transatlantique. Et c'était Maggie Thatcher à cette époque qui était en train de reconstruire son pays. N'oubliez pas que dans les années 1970, le Royaume-Uni était plus ou moins dirigé par les syndicats. Et elle a réussi, en luttant contre le syndicat des mineurs de charbon, à reprendre les Malouines à l'Argentine, la junte, en 1982. Elle a été une dirigeante ferme. Et cette relation, ces deux dirigeants profondément... Comprendre la valeur inestimable de la démocratie, de la liberté et ce pouvoir, je pense que c'est ce qui nous a amenés jusqu'ici. Mais il y a aussi l'héritage de la diplomatie. Quand le mur de Berlin est tombé, c'est Bush qui a compris qu'il ne pouvait pas célébrer cela, et il a été critiqué pour cela ici aux États-Unis. Pourquoi ne célébrez-vous pas le fait que, grâce à votre leadership et à celui du président précédent, le président Reagan vous avez fait tomber le mur de Berlin? Il a compris que, pour que Gorbatchev survive à ce moment si important, il ne pouvait pas célébrer cela de façon aussi ouverte. Et c'est aussi ce genre de leadership. Et j'admire vraiment aussi Bush. Mais avant tout, le rôle de Reagan, et bien sûr, il y a tellement d'histoires drôles sur cette relation, mais je garderai ça pour le déjeuner. Comme Maggie disait qu'elle s'imposerait à la Maison-Blanche et dans toute l'administration, dites au président ce que vous pensez. Il faut lui dire non. Premier ministre, oui, je vais le faire. Il faut dire non. Bonjour, Ronnie. D'abord, une réunion privée. Elle est restée 1 heure dans le bureau ovale, puis il a accepté tout ce que la première ministre demandait. L'équipe a dit « tu devais refuser ». On ne dit pas non à Maggie. Eh bien, c'est aussi le côté tendre de cette relation. Et nous avons tous bénéficié du fait que ces deux dirigeants extraordinaires étaient aux commandes du monde dans les années 80. Oui. Parlons avec le public. Nous avons des micros ici pour les questions. Commençons au fond, puis nous viendrons vers l'avant. Merci beaucoup. J'ai une question. Alina Shirazi du Daily Mail.
Alors, d'après votre conversation avec le président hier, pensez-vous qu'il va rester dans l'OTAN puisque vous le connaissez si bien? Deuxièmement, le considérez-vous encore comme votre père après ce qui s'est passé hier? À propos de cette histoire de papa, c'est une erreur de langage. Voici ce qui s'est passé. Je dois t'expliquer. Parce qu'en fait, ça me hante un peu. Je peux vous l'assurer. En fait, le président et moi avons eu une réunion de pré-sommet à La Haye en juin de l'année dernière. Ce jour-là, il était assez irrité par les questions concernant l'Iran et aussi Israël. Et moi, et en néerlandais, on dirait « Eh, la traduction de ton père, c'est papa ». Et j'ai dit « Eh, oui, parfois, papa doit se fâcher ». Donc, je ne l'appelais pas mon papa, mais je voulais dire « Mais papa a aussi une connotation particulière et maintenant je dois vivre avec ça pour le reste de ma vie ». Et j'assume ça, et le président aussi, parce qu'il a lancé des t-shirts. Il a fait un film « Papa est de retour » quand il est revenu aux États-Unis. C'était tellement drôle et c'est pour ça que je l'aime autant. Mais oui, on fait des erreurs et ça arrive quand on n'est pas locuteur natif. Désolé pour ça, vraiment désolé. Non. Moi, comme je l'ai dit, la conversation était très ouverte entre amis, mais aussi très claire. Ah, sa déception. Ici devant, Oui, bonjour. l'ex-ambassadeur d'Italie auprès des Alliés. Bonsoir. Merci pour vos commentaires et vous avez mentionné l'initiative du Royaume-Uni de rassembler des forces européennes et d'autres forces pour garantir la sécurité du détroit. Et en tant que secrétaire général de l'OTAN, étant donné que cette alliance a une présence importante au Moyen-Orient, de la Jordanie jusqu'au Koweït, et même en Irak, voyez-vous un rôle que l'OTAN pourrait jouer en tant que force de coordination, également pour montrer sa valeur au président Trump qui le demande, et en considérant que le prochain sommet à Ankara est un mouvement stratégique dans la région? Comment voyez-vous cela se dérouler? Merci. Je dirais que nous devons faire cela étape par étape, mais rapidement. Et la première étape qui est en train d'être franchie maintenant concerne cette coalition d'Agora. 34 pays se sont réunis au niveau militaire mardi dernier pour commencer la planification détaillée de ce que pourrait être cette immense mission. C'est la première étape. Si l'OTAN peut aider, évidemment l'OTAN sera là. Il n'y a aucune raison de ne pas être utile. Évidemment, nous le ferons si cela s'avère utile. Mais l'OTAN, nous devons avancer progressivement, car cela requiert aussi l'accord de tous les alliés. Et je pense qu'ici, la structure exacte est moins importante que la rapidité. Ici, la rapidité l'emporte sur la perfection. Si l'OTAN peut jouer un rôle, ce serait formidable. Merci, Monsieur le Secrétaire général, pour votre leadership et vos paroles. Eh bien, à la Fondation pour la défense des démocraties, nous étudions comment la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord coopèrent entre eux. Loin de l'Iran, donc il y a une certaine distance, ce qui montre que l'Iran est proche de vraiment avoir opérationnalisé cette technologie. Et c'est pourquoi je considère qu'il est fondamental que les États-Unis aient dégradé ses capacités, tant nucléaires que balistiques. La technologie va vers la Russie, de l'argent arrive de Russie en Iran. Ambassadrice Markarova. Merci, ancienne ambassadrice de l'Ukraine. Merci Marc pour ton excellent leadership à l'OTAN et avant cela. Mais merci Brad pour l'excellente question. En considérant que nos ennemis coopèrent réellement et travaillent ensemble, côte à côte, non seulement en Ukraine, mais aussi ailleurs. Penses-tu que les capacités de drones de l'Ukraine et d'autres sont la réponse à tant de problèmes, pas seulement là-bas? Le pont transatlantique entre l'Ukraine, l'Europe et les États-Unis exige une diplomatie renouvelée. Discussion sur l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN. Je sais que ce n'est pas en discussion pour le moment, mais la préparation et tout le reste peuvent nous renforcer et l'Ukraine peut contribuer à l'OTAN de la meilleure façon possible. Oui. D'accord. Alors, lors du sommet de l'OTAN à Washington, quand l'OTAN fêtait ses 75 ans, il y a eu un accord sur la voie irréversible de l'Ukraine vers l'OTAN. Mais il est également vrai que certains pays freinent, notamment l'Allemagne, la Slovaquie, la Hongrie et les États-Unis. Donc je ne pense pas que cela soit en discussion pour le moment, et c'est simplement être pragmatique.
Mais aussi, le président Zelensky, étant un homme pragmatique, a dû changer l'accent mis sur l'OTAN pour se concentrer sur ce qui est nécessaire afin de garantir que les Russes n'attaquent pas après un cessez-le-feu ou, mieux encore, un accord de paix. C'est le concept des garanties de sécurité qui sont en train d'être discutés en ce moment. Je doute que nous puissions résoudre collectivement la question de l'adhésion à l'OTAN. À court terme, je ne crois pas que cela se concrétise politiquement. Et c'est une évaluation juste. Quant aux capacités de l'Ukraine, nous sommes très impressionnés, nous tirons toutes ces leçons. Pour les intégrer dans les plans de défense de l'OTAN, en particulier en ce qui concerne les drones et la technologie anti-drone, où vous êtes les maîtres. C'est donc la preuve que l'Ukraine se distingue vraiment et qu'elle met également à profit ses capacités et ses compétences, notamment en ce qui concerne la région du Moyen-Orient. Revenons sur le côté de la salle, au dernier rang, puis au centre. Je suis Paul McCleary, de Politico. Merci d'être venu. Bonjour, bonjour. Bonjour. Le gouvernement Trump a passé l'année dernière à dire à l'OTAN de rester en dehors du Moyen-Orient et de la région Indo-Pacifique, en se concentrant sur l'Europe et la Russie. Maintenant, il exige que l'OTAN aide à mener des actions au Moyen-Orient. Cela provoque de la confusion parmi les alliés quant à ce que le gouvernement demande exactement et comment agir rapidement pour répondre à leurs besoins. Eh bien, je pense aussi que la réflexion du côté de Zeola évolue constamment, notamment en ce qui concerne la région Indo-Pacifique. Il est vrai que pendant un certain temps, il y avait l'idée qu'il fallait se concentrer davantage sur sa propre région, et bien sûr, on parle toujours de priorité plutôt que de synergie. D'abord, il faut résoudre ses propres problèmes. L'OTAN n'était pas à 2% et maintenant elle doit atteindre 5%. Avant ces décisions, j'acceptais totalement la vision de Zelachewa selon laquelle la priorité vient avant la synergie. Mais maintenant que nous avons résolu certaines de ces questions lors du sommet de l'OTAN et que toute l'Alliance a atteint ce seuil de 2%, la base est posée. Ce que j'entends aussi dans les cercles américains et européens, c'est que très probablement, si la Chine décidait d'agir contre Taïwan, pourquoi pas? D'abord appeler son partenaire junior dans tout cela, Vladimir Vladimirovitch Poutine, résident à Moscou, et lui demander de nous tenir occupés ici. Donc très probablement, cela ne se limitera pas à quelque chose dans l'Indo-Pacifique. À l'Indo-Pacifique, ce sera une question de multiples théâtres et cela signifie que mon chef de cabinet était au Japon la semaine dernière, transmettant des messages et je suis constamment en contact avec les 4 partenaires du Pacifique. D'ailleurs, la distance entre le Japon et l'Australie est plus grande qu'entre le Japon et Bruxelles, mais nous considérons tout de même cela comme un seul théâtre dans le Pacifique, ce qui en dit long sur la taille du globe. Mais écoutez, c'est important. On ne peut pas analyser ces théâtres séparément, ils sont interconnectés. Nous avons le temps pour quelques questions. Là-bas, au milieu, au fond. Vous, Morgan Phillips de Axios. Bonjour, bonjour. Bonjour. Il existe certaines divergences entre les États-Unis et l'Europe sur les obligations de l'OTAN face au conflit avec l'Iran. Après votre réunion avec le président Trump, pensez-vous que les États-Unis et l'Europe sont alignés sur les obligations de l'OTAN? Oui, et ce n'est pas tant l'OTAN. En réalité, il s'agit des alliés. L'OTAN peut jouer un rôle, comme l'a mentionné l'ambassadeur italien, mais il s'agit de ce que les alliés attendent les uns des autres. Les États-Unis attendent des pays européens où ils utilisent des bases et des infrastructures qu'ils respectent leurs engagements. Et la bonne nouvelle, devinez quoi? C'est que la majorité d'entre eux a respecté ces engagements. Pas tous, mais la grande majorité. Les pays de l'OTAN dans l'Arctique et les autres alliés veillent à ce que la région reste sûre en travaillant avec le Canada et Jefferson Exxon à travers le NORAD et le NORSCOM. Cet effort, lancé à la fin janvier, aidera à défendre l'Arctique, y compris le Groenland, contre l'influence russe et chinoise. Donc, c'est une partie. L'autre partie est que le Danemark, le Groenland et les États-Unis maintiennent des dialogues bilatéraux et trilatéraux, en se concentrant sur ce qui se passerait si le Groenland, à l'avenir, changeait sa position constitutionnelle au sein du Royaume du Danemark. Les accords resteraient-ils valables? La question est légitime et mérite une réponse. Cela peut être résolu. Et deuxièmement, comment éviter dans l'économie du Groenland l'accès de la Russie et de la Chine? Ces discussions sont en cours. Monsieur le secrétaire général, pour conclure notre échange, je souhaite compléter une citation entamée par Dave dans son introduction.
Remarque du président Reagan dans son discours de 1988 aux citoyens de l'Europe occidentale. Comme Dave l'a dit, l'Alliance atlantique est le noyau fondamental de la politique étrangère et de la sécurité même des États-Unis. Il a poursuivi. Une Europe pacifique et démocratique est essentielle à la sécurité des États-Unis. Si nos démocraties sœurs ne sont pas en sécurité, nous ne le serons pas non plus. Ce n'est pas simplement une question de libeller des traités, aussi important soit-il. C'est une réalité durable, aussi durable, comme l'a dit le président Reagan, que la réalité selon laquelle une menace à la sécurité de l'État du Maine, de New York ou de la Californie est une menace à la sécurité de l'ensemble des 50 États américains. Et puis il a dit, en résumé, une attaque contre Munich équivaut à une attaque contre Chicago. C'est ainsi que le président Reagan percevait l'OTAN. Monsieur le secrétaire, merci de préserver l'Alliance et d'être avec nous aujourd'hui. Merci, merci, merci.